Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, c'est parti pour notre soirée. Soin de toi. Alors c'est déjà un grand plaisir d'accueillir au nom de toute l'équipe Soin de toi tous les invités. Nous sommes assez nombreux en visioconférence puisqu'il y a pas mal de gens qui nous suivent par visio. La concurrence de la visio, hein, ça c'est le post-Covid. Et puis vous dans la salle, on a pas mal de professions médicales ce soir. En général, c'est assez fréquent d'ailleurs, on a des médecins généralistes, je sais, hein, en tout cas par visio, on a des gynécologues, on a également des infirmiers, on a des sages-femmes, on a également des praticiens, des enseignants dans le yoga et la méditation. Donc bienvenue à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Jean-Marc Meunier, je suis le fondateur de Soin de Toi. Fondateur de Soin de Toi, ça veut dire que depuis maintenant plus de 7 ans, nous travaillons avec les professions médicales et avec les particuliers sur une thématique globale qui est celle du bien-être et de la santé. Bon, j'entends par là tout ce qui va être problématique liée à l'alimentation, ça peut être également tout ce qui est micronutrition et également des techniques assez éprouvées comme la phytothérapie. Mais on va le voir, pas que, beaucoup d'autres choses également. Alors ce soir, le thème va s'attaquer, on va dire, à l'approche intégrative. Alors vous avez tous déjà entendu parler de la médecine intégrative ou d'une approche médicale intégrative. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je vais essayer de définir ça à ma manière peut-être. Ce sera une approche globale et personnalisée. Une approche globale et personnalisée qui mêlerait le meilleur de la médecine occidentale à des pratiques complémentaires. Tout est prouvé en tout cas scientifiquement, tant pour leurs bénéfices que pour leur innocuité, c'est très important. Et là, je pense par exemple à la psychologie, à la méditation, à l'hypnose et à l'alimentation au sens large. D'ailleurs, dans la médecine intégrative, l'approche intégrative, la prévention est un élément essentiel. On va vous parler tout à l'heure d'alimentation, de bien manger, de bien vivre. La prévention est essentielle. On voit qu'il y a d'ailleurs une forte dégradation au niveau de notre société sur le bien manger et le bien vivre. Donc on a tous, chacun notre pierre à apporter à cet édifice et à travailler ensemble. Qu'est-ce que je peux vous dire également de plus? Je pourrais vous dire que moi-même, j'ai vécu personnellement, Sandra, il y a quelques années, un aléa de la vie que beaucoup d'entre nous ont rencontré. Hein. Je pense à des personnes qui sont là. Je ne vous souhaite pas de le rencontrer, mais on va tous rencontrer des maladies. Moi, j'ai rencontré un petit cancer qui se baladait il y a 7 ans. Je l'ai bien appréhendé, je l'ai géré comme un problème. J'ai pu bénéficier du meilleur de la médecine allopathique, c'est-à-dire l'oncologie, des soins chirurgicaux de grande qualité, mais j'ai pu compter également sur le pouvoir du mental, ça veut dire la méditation, les approches liées au yoga par exemple, et puis également une certaine forme d'alimentation qui m'a aidé à passer ce cap dans de très très bonnes conditions et à faire de cet événement un plus dans ma vie. D'ailleurs, tout ça a été un peu l'élément, je dirais, fondateur, la genèse de la création de cette société Soin de Toi et de ce qu'elle cherche à faire, à partager, je dirais. Avant de laisser la parole à notre ami Laurent, qui est un spécialiste reconnu ici à La Réunion, un praticien dans le domaine du conseil en alimentation, mais pas que, je le laisserai se présenter, j'aimerais laisser Vanessa Benassi, qui est gynécologue, nous livrer quelques pensées peut-être, quelques mots, et puis on passera après Laurent à une intervention sur peut-être l'appréhension, la gestion du stress avec Delphine, et je laisserai également la parole, on laissera la parole également à Sandra pour quelques petits mots, juste quelques petits mots. Sandra donc, qui est prof de yoga mais pas que non plus. Et le meilleur, je dirais le meilleur, c'est peut-être pour la fin avec Mireille, qui est notre spécialiste également. Elle travaille auprès de notre clientèle de pharmaciens et elle va vous faire part de quantité de recettes extraordinaires, goûteuses, sympathiques. Et puis elle va vous reparler également de comment peut-être utiliser au quotidien tous ces aliments, ces compléments alimentaires 100% naturels et quasiment tout le temps bio, au quotidien dans notre vie de tous les jours pour améliorer notre bien-vivre. Vanessa, voilà, je te laisse ma place, regarde.
Donc, je tenais à remercier Jean-Marc pour l'organisation de cette soirée sur le thème de la naturopathie au service des femmes. L'idée donc de cette rencontre a tout de même germé suite à la demande de patientes de notre centre qui souhaitaient bénéficier de conseils plus globaux. Donc, elles étaient plutôt à la recherche de techniques complémentaires à la médecine classique. Et la naturopathie fait partie de ces techniques non conventionnelles qui visent à augmenter le bien-être des personnes. Qui n'a jamais proposé à une patiente stressée, notamment enceinte, un peu de passiflore ou appliquer à l'un de ses enfants de l'arnica pour soulager ses petits maux. Il est cependant important pour tout professionnel de santé de suivre les deux grands principes que sont l'efficacité du produit et sa sécurité. Tout principe actif, s'il est efficace, peut engendrer des effets secondaires qu'il est indispensable de connaître. La naturopathie ne se substitue donc en rien aux thérapeutiques de la médecine allopathique et l'objet de cette rencontre est une information destinée à élargir le panel de méthodes à notre disposition pour soulager nos patients. Merci Vanessa. Merci. Pas par cœur, désolé. Non, mais tu n'étais pas obligé de connaître par cœur ce que tu avais à dire, mais c'est très important parce qu'en fait, toutes ces techniques complémentaires, elles sont en complémentarité, en appui de la médecine traditionnelle occidentale. C'est important. On parlait d'approche globale, d'une approche personnalisée. Donc en fait, on va dans un sens qui, à mon sens, qui est extrêmement intéressant. Bon, je me tais, je laisse la parole à Laurent. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Donc, comme Jean-Marc m'a présenté tout à l'heure, je suis Laurent Payette. Donc, naturopathe depuis une vingtaine d'années maintenant. Formateur en naturopathie. J'ai également occupé le poste de diététicien quelques années. Maintenant, je me consacre davantage à la formation, à ce genre d'intervention dans différents milieux. Donc, ce qu'on va voir ce soir, les troubles de la femme, de la puberté à la ménopause. Donc, l'idée, comme le disait tout à l'heure Vanessa, c'est d'intégrer des techniques, des conseils en naturopathie qui va se complémenter à l'allopathie. D'accord ? Donc, et puis, comme le disait Vanessa également, il y a aussi une forte demande de la patientèle qui cherche d'autres solutions que forcément les traitements ou les médicaments. Donc là, on va voir ce soir ensemble qu'il y a pas mal de choses à faire, pas mal de conseils à donner dans ce domaine-là. Donc on va y aller. Donc je vais replanter le décor sur l'état de santé, sur les pathologies en général, hein, que ce soit les troubles de la femme ou d'autres pathologies. Donc la santé repose sur trois grands axes. On va en parler, on va les développer. Delphine et Sandra sont là ce soir aussi pour parler de certains axes. Moi, je vais plutôt vous parler de l'alimentation. Et donc, les trois grands axes sur lesquels repose l'état de santé, c'est forcément l'alimentation. C'est plus un secret pour personne maintenant. L'alimentation joue un rôle dans notre état de santé. Donc, il est important automatiquement de regarder ce qu'on met dans son assiette. Et automatiquement, si on n'est pas apte à le faire, eh ben, c'est de demander conseil. Et puis, la personne que vous irez voir saura révéler les erreurs éventuellement. Le deuxième grand axe, c'est la gestion du mental. C'est plus un secret non plus maintenant. Le stress a une implication profonde sur notre état de santé. Donc ça va être un deuxième axe sur lequel il va falloir travailler automatiquement, c'est sur la gestion du stress. Le travail du mental, la gestion du mental. Le troisième grand axe, c'est l'activité physique. Hein. C'est forcément reconnu depuis aussi beaucoup de temps. C'est indispensable d'avoir une pratique physique qui va venir se combiner avec toutes les autres hygiènes. Donc on va parler d'hygiène aussi. On va parler d'hygiène alimentaire, d'hygiène mentale et d'hygiène physique. Donc pensez que l'état de santé, que ce soit les pathologies, les troubles de la femme ou que ce soit d'autres pathologies, repose sur ces trois grands axes. Donc je vais revenir pour replanter le décor sur des fondamentaux d'Hippocrate. Il me semble que tout le monde le connaît, surtout les personnes qui sont dans le milieu médical. Je ne vais pas tout citer, forcément. Certains, comme si tu es malade, recherche d'abord ce que tu as fait pour le devenir. C'était un des grands principes aussi de la naturopathie, c'est de voir ce qui a été fait ou pas fait, qui peut causer ces fameux troubles. Un deuxième qui est également très important, c'est que les maladies ne sont que les conséquences de nos habitudes de vie. Une maladie ne nous tombe pas dessus comme ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. Automatiquement, il y a des choses que l'on n'a pas faites, mal faites. Il y a des choses qui manquent dans nos hygiènes. Et donc, c'est bien aussi de regarder ce qu'on a fait.
de revenir un petit peu en arrière ou d'essayer pour ça, d'être accompagné bien entendu. Donc on va parler de l'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire, c'est quoi? Donc un aliment nutritif est un aliment qui conserve tous ses nutriments, ses principes actifs. D'accord? Quand on parle d'hygiène alimentaire, on parle d'une alimentation nutritive. On peut aussi entendre parler d'alimentation équilibrée. Alors nous, on va parler davantage d'alimentation nutritive, puisque l'idée, c'est de retrouver dans les aliments que nous consommons tous les nutriments que notre corps a besoin. Donc un aliment nutritif, c'est un aliment qui n'a pas été dégradé par la chaleur pour qu'il puisse conserver tous ces éléments nutritifs, tous ces principes actifs. Donc ça, c'est une des premières clés de l'alimentation saine, de l'alimentation nutritive, c'est d'avoir une alimentation automatiquement qui garde ces éléments nutritifs. Et on sait maintenant forcément que l'alimentation qui est cuite, qui est raffinée, qui est chauffée, fait perdre tous ces nutriments à ce que vous consommez. Donc une alimentation nutritive est une alimentation qui est riche en fruits, qui est riche en légumes, variée, puisqu'on a une multitude de fruits, de légumes. C'est pas pour rien, puisque chaque fruit, chaque légume va pouvoir vous emmener quelque chose de différent. Donc il faut non seulement avoir une alimentation riche en fruits et légumes, mais il faut que cette alimentation soit variée. Pensez que la vie est dans le cru, dans les aliments crus. Donc ça, c'est indispensable d'en avoir tous les jours dans son assiette. Donc une consommation en excès forcément d'aliments acidifiants, d'aliments à indice glycémique élevé, on va en parler un petit peu plus tard. Tous les aliments en graisse saturée, tous ces aliments, on va dire, qui ne sont pas des aliments santé, eux encrassent par contre notre organisme. Les aliments nutritifs, je vous en ai parlé, ils sont là pour amener à votre organisme tous les nutriments nécessaires dont il a besoin. Par contre, les aliments qui, eux, sont raffinés, sont riches en graisses saturées, sont des indices glycémiques élevés, ça c'est une alimentation qui va encrasser votre organisme. Et quand un organisme est encrassé, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme une voiture, il tombe en panne. Donc nous on va parler de pathologie pour nous, on va parler de panne pour les voitures, mais la mécanique est la même. Donc automatiquement, quand on parle d'hygiène alimentaire, parce que je ne vais pas revenir dessus à chaque fois qu'on va en parler, quand on parle d'hygiène alimentaire, on parle d'une alimentation qui est nutritive, donc qui comprend des aliments crus, à travers les végétaux, les fruits, et on parle d'une alimentation sans excès. Je ne parle pas non plus de ne pas consommer d'aliments cuits, forcément, mais sans excès d'aliments qui peuvent encrasser votre organisme. Ou alors, il faut le nettoyer. Mais justement, c'est ce qu'on ne fait pas en général. C'est qu'on a tendance à l'encrasser sans le nettoyer. Et pour ça, vous avez la diététique et nutrition. Donc, il n'y a peut-être pas que des professionnels de la diététique et nutrition ici. Donc, je vais vous redonner les définitions, ou vous donner les définitions de la diététique et nutrition. Donc là, le but de la diététique est d'enlever ce que l'organisme n'a pas besoin. Donc ça, c'est de la diététique. Quand on fait de la diététique, on enlève de l'assiette, ou du moins on diminue, enlever c'est peut-être pas le mot, mais on va diminuer de l'assiette ce qui n'est pas nécessaire, ce que votre corps n'a pas forcément besoin et ce qui a plutôt tendance à l'encrasser. Et la nutrition, ça va être l'inverse. La nutrition, ça va être d'apporter à votre organisme ce que votre corps a besoin. Puisque vos systèmes, votre corps a besoin de certains nutriments, vous les connaissez certainement, hein, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les acides aminés, les acides gras. Donc, tout ça, ce sont des nutriments que votre organisme a besoin pour fonctionner. Tous vos systèmes ont besoin de ces nutriments. Donc, si on ne les apporte pas à l'organisme, automatiquement, ce sont ces systèmes, des organes, qui vont pouvoir fonctionner moins bien. Donc la santé est conditionnée forcément par ce que l'on met dans notre assiette. Et ça, c'est important de le comprendre, puisque c'est le premier axe sur lequel repose la santé. Donc l'alimentation, il faut absolument surveiller ce qu'on met dans notre assiette. L'hygiène mentale, qui est le deuxième grand axe. Donc quand je parle d'hygiène mentale, je parle de gestion du stress. On parle beaucoup de la gestion du stress, mais d'abord, on va surtout parler du mental, qui lui, forcément, fonctionne généralement en excès. Et cette fonction du mental, qui lui va aller au-delà, on va dire, de certaines compétences,
va nous épuiser. Donc une gestion du mental, c'est une gestion du stress, et c'est de faire en sorte que le mental ne pompe pas trop d'énergie, ne vous épuise pas par le travail. Donc le mental est un outil fabuleux, forcément, pour accomplir certaines tâches, mais s'il prend le pouvoir, il peut aussi devenir notre pire ennemi. On va voir après de quelle manière. De quelle manière, pourquoi, déjà, il peut être notre pire ennemi, et puis comment le calmer. Donc un mental qui fonctionne en excès est source d'épuisement. Quand la tête travaille trop, automatiquement, c'est comme un organe qu'on va mettre en surchauffe, on va s'épuiser, on va perdre de l'énergie à penser trop, on va perdre de l'énergie à être trop stressé. C'est pas l'axe le plus facile à gérer, ça c'est sûr. C'est peut-être plus facile de gérer une assiette pour quelqu'un que de gérer son stress, mais en tout cas, il y a des pratiques qui permettent de gérer son stress, de gérer le courant de pensée du mental. Donc ça, c'est une hygiène sur laquelle aussi il faut porter attention, parce que ça va faire partie également de l'état de santé. On peut voir des personnes qui mangent très bien, c'est pas un problème, par contre qui sont hyper stressées. Donc là, l'alimentation, quelque part, on n'a pas forcément à revenir trop dessus, mais par contre, il y a un gros travail au niveau du mental, au niveau de plein de choses. Ça peut être des mémoires, ça peut être des conflits, ça peut être pas mal de choses. Donc là, c'est un travail psycho-émotionnel, on va dire. Donc il est important de gérer son courant de pensée afin d'éviter les gaspillages énergétiques. Et ça, il y a juste à pratiquer certaines méthodes pour s'apercevoir qu'on va regagner en énergie si on met sur pause un peu notre mental, et qu'on va également gagner en lucidité mentale. Donc c'est une hygiène. L'hygiène dont je vous parle, que ce soit l'hygiène alimentaire, que ce soit l'hygiène mentale ou que ce soit l'hygiène physique, c'est la même chose que vous brossez les dents. Vous avez une hygiène bucco-dentaire, c'est-à-dire que tous les jours, vous donnez du temps pour vous laver les dents, 2-3 minutes. Vous pouvez passer le même temps, peut-être pas pour l'hygiène alimentaire, 2-3 minutes c'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas pour l'hygiène mentale et même l'activité physique, quelques minutes par jour, si c'est régulier, c'est la régularité qui va payer. D'accord, on peut faire, beaucoup de gens vont nous dire à l'heure actuelle, oui mais j'ai pas le temps, je travaille de 8h à 18h. Proposer 5 minutes d'une activité physique ou 5 minutes de méditation, de relaxation, de respiration, c'est accessible à tout le monde. Et c'est ces 5 minutes par jour qui vont faire la différence. Donc c'est pas le temps qui va compter, c'est surtout la régularité. Donc ça doit rentrer dans une hygiène, comme vous brossez les dents, comme mettre votre pyjama, prendre une douche ou quoi que ce soit. D'accord ? Donc cette énergie que puise le mental affaiblit notre organisme forcément et tous les systèmes qui le composent. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir à travers les pathologies, c'est que non seulement les pathologies peuvent avoir une cause alimentaire par rapport à des nutriments que l'organisme n'a pas, donc des fonctions qui sont amoindries, des organes, des systèmes qui ne fonctionnent pas correctement parce qu'on ne leur donne pas les bons nutriments, ou pas suffisamment, il peut y avoir des carences, mais l'énergie que l'on va perdre, ou du moins qui va être gaspillée par les fonctions du mental, là, ça sera au détriment également de toutes ces fonctions organiques, que ce soit le système digestif, que ce soit le système hormonal, que ce soit le système éliminateur qu'on appelle les émonctoires. Quand vous avez un intestin qui fonctionne mal, quand vous avez des reins qui fonctionnent mal, c'est une hypofonction, on va dire, quelque part. Ce sont des organes qui n'ont pas assez de ressources pour fonctionner correctement. Donc la gestion du stress, la gestion du mental, va permettre de faire des économies d'énergie pour réalimenter d'autres systèmes qui en ont besoin. Donc par manque de ressources, des insuffisances organiques ou des hypofonctions glandulaires peuvent se manifester. Donc de nombreuses méthodes permettent la gestion du stress pour maîtriser le courant de pensée de notre mental et il est indispensable de les pratiquer régulièrement. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout à l'heure on aura Delphine qui pourra nous en parler un petit peu. L'hygiène physique. Donc l'activité physique permet de maintenir une tonicité musculaire et une souplesse des boîtes articulaires. Quand on parle d'hygiène physique, on pense au sport, forcément, à mettre son corps en mouvement. Donc quand on fait du sport, quand on met son corps en mouvement, l'idée effectivement c'est de maintenir une tonicité musculaire, c'est de garder une souplesse au niveau des boîtes articulaires, donc c'est de s'entretenir physiquement tout simplement, mais pas seulement puisque l'activité physique va vous permettre aussi une meilleure oxygénation. Donc l'oxygène est un nutriment
au même titre que les vitamines, les minéraux. Une personne en sous-oxygénation, c'est aussi une personne qui manque quelque part de nutriments, puisque l'oxygène est vital pour faire fonctionner nos organismes, nos organes, nos cellules. Donc la sous-oxygénation est vitale aussi à la bonne santé. Et le sport peut vous la faire pratiquer. C'est vrai que quelqu'un qui est dans son bureau toute la journée, c'est pas là où on va parler d'oxygénation profonde. Par contre, aller faire une activité physique, musculaire, n'importe, va vous permettre de vous oxygéner. Et automatiquement, on va relancer le système cardiovasculaire. Alors le système cardiovasculaire, pourquoi c'est bien de le relancer? Tout simplement parce que le système circulatoire, c'est lui qui draine les nutriments vers les cellules et c'est lui qui draine les déchets vers les portes de sortie. Donc ce système circulatoire, qu'on peut considérer comme une autoroute, il faut le relancer, ce système. Il faut que ça bouge au niveau du système circulatoire. Puisque l'encrassement, on parlait d'encrassement tout à l'heure, cet encrassement va pouvoir aussi stagner au niveau du sang. C'est-à-dire que plus on va avoir de déchets, plus le sang va être, ce qu'on va dire, encrassé, saturé. Donc si on souhaite éliminer ces toxines, ces déchets qui stagnent au niveau du sang, il faut le relancer, ce système circulatoire. Il faut faire en sorte que ce système ramène les déchets vers leur porte de sortie. Donc en l'occurrence, les intestins et les reins. Donc l'activité physique, automatiquement, va permettre de relancer le système circulatoire pour permettre une meilleure nutrition et pour permettre une meilleure élimination. Donc c'est également forcément une pratique qui libère le mental et qui vous recharge. Dire que le sport fatigue, c'est faux. Le sport qui fatigue, c'est le sport qui a été mal pratiqué. L'activité physique vous recharge automatiquement. Donc les conseils sont établis non pas seulement à partir des effets observés, mais principalement à partir des mécanismes physiopathologiques engendrés par ces causes. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément s'attarder que sur les symptômes, on va aller chercher derrière la mécanique qui a été enrayée pour que ces syndromes apparaissent, ces symptômes. Pardon. Donc lesquels sont ciblés plus en amont, forcément, et observés de manière objective par des raisonnements scientifiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser forcément aux symptômes, mais plutôt à la cause du symptôme. L'intérêt, il est là, c'est de s'intéresser à la cause et pas forcément que aux symptômes. Le symptôme, on peut le soulager de différentes manières. Mais si on ne traite pas la cause, le symptôme persistera ou reviendra. Donc l'idée, c'est quand même d'aller chercher la cause pour pouvoir traiter la pathologie sur le fond et non pas sur la forme. Donc les troubles féminins à la puberté. On va commencer par les troubles menstruels qui reflètent en général un déséquilibre hormonal ou plus général de l'organisme. Donc quand on parle de plus général de l'organisme, on va forcément arriver sur le déséquilibre hormonal. Pensez à ce que je vous disais tout à l'heure, si l'organisme n'a pas suffisamment de ressources, que ce soit le système hormonal ou tout autre système, il va forcément dysfonctionner. Et c'est là où les déséquilibres hormonaux apparaissent. Et quand les déséquilibres hormonaux apparaissent, automatiquement des pathologies derrière vont apparaître. Donc les cycles irréguliers. Donc j'ai remis les causes. Pour la plupart, vous connaissez peut-être déjà les causes. Je les ai remises de façon à faire le lien ensuite par rapport à ce qui va être conseillé. Donc les règles prématurées, par exemple, sont dues à une insuffisance progestative, à une ovulation précoce ou à un cycle sans ovulation. Les retards de règles, elles, sont plutôt dus à la persistance excessive du corps jaune avec l'éventuelle formation de kystes à l'ovaire. Tout ça pour résumer que là, on est sur un dérèglement hormonal, tout simplement. Quand on prend la cause d'une pathologie, ça nous permet d'aller chercher ce qu'il peut y avoir derrière, donc la cause profonde. Donc à l'adolescence, les absences de règles sont souvent dues aussi à l'anorexie, des anémies, un stress intense, du sport intensif. Dans ce cas, l'aménorrhée protège le corps d'une fatigue supplémentaire et d'une perte de nutriments essentiels. Donc c'est une protection que l'organisme a, c'est que s'il y a une fuite de nutriments trop importante ou d'énergie trop importante, eh bien, il va stopper tout simplement les règles pour ne pas qu'il y ait de fuite supplémentaire. Donc c'est une barrière de défense de l'organisme. Donc on va forcément traiter ça comme une pathologie, qui peut en être une, mais la cause profonde derrière, automatiquement, c'est qu'il y a une protection de l'organisme
qui va empêcher le corps de davantage se trouver en situation de dénutrition ou de fatigue extrême. Et puis de toute façon, l'organisme, il n'a pas non plus forcément tout ce qu'il lui faut pour ses cycles. Donc, quand je parle de rééquilibrer l'alimentation, je parle toujours de ce que je disais au début, c'est-à-dire de revoir l'alimentation, d'introduire dans l'alimentation, si ce n'est pas le cas, des aliments nutritifs qui vont donner à l'organisme tout ce qu'il a besoin, et forcément de diminuer dans cette alimentation-là tous les aliments, toutes les habitudes alimentaires qui ne sont pas des habitudes ou des aliments qui vont engendrer la santé. Donc il ne s'agit pas de tout enlever automatiquement, on parle de rééquilibrage, de rajouter ce qui est bon et de diminuer ce qui est mauvais. Donc rééquilibrer l'alimentation, ça englobe tout ça. Dans ce cas-là, on va pouvoir aussi cibler dans l'alimentation les carottes, l'ail et les lentilles. Je vous laisse noter la liste si vous le souhaitez. Donc ce sont des aliments riches en progestérone afin de rééquilibrer le système hormonal. Donc on est bien d'accord que ça ne suffit pas. Par contre, c'est une première chose à faire, c'est un premier axe sur lequel il faut s'appuyer, c'est déjà de réviser l'alimentation et en plus, si on veut aller plus loin, de cibler certains aliments qui vont permettre de rééquilibrer le système hormonal. On va parler automatiquement de ce deuxième grand axe, qui est la gestion du stress, et de pratiquer une activité physique adaptée. Et là, il sera bon de mettre en place une pratique de gestion du stress et des émotions, et d'éviter les situations générant du stress. Automatiquement, ça c'est valable de toute façon pour tout le monde, pour tout le temps. Donc le sport en excès épuise nos réserves en nutriments et est perçu comme une agression pour le corps. Autant tout à l'heure on parlait d'activités sportives, d'activités physiques, qui étaient bon d'avoir, c'est comme tout. En excès, ça peut faire l'inverse. Une activité physique trop importante va nous épuiser, par contre, automatiquement, et là, il y aura une perte de nutriments importante à ce niveau-là. Les règles douloureuses, donc elles proviennent le plus souvent de contractions utérines en rapport avec une sécrétion augmentée de prostaglandine destinée à favoriser l'expulsion de la muqueuse utérine. Donc les règles entraînent une inflammation qui peut être favorisée et amplifiée par l'acidose de l'organisme. Donc ça, ce sont les causes des règles douloureuses. Les règles douloureuses, généralement, ce qui est marqué ici, riment un peu avec l'acidose. Du moins, quand je dis rimer, c'est-à-dire que l'acidose va favoriser les règles douloureuses. Donc si vous avez un terrain acide, si la personne a un terrain acide, elle va forcément être sur un terrain inflammatoire. Donc l'idée quand même, c'est de diminuer l'acidité du terrain, donc l'acidose si vous préférez, de façon à limiter l'inflammation, voire la faire disparaître. Donc on rééquilibre toujours l'alimentation et il est conseillé dans ces cas-là de réduire les aliments acidifiants durant les lunes et en général. Donc les aliments acidifiants, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est éventuellement, vous avez ce qu'on appelle l'indice PRAL. Donc l'indice PRAL, c'est un tableau qui vous permet de voir comment sont classifiés les aliments. Donc s'ils sont acides ou s'ils sont plutôt basiques. Et l'idée dans l'alimentation, automatiquement, c'est d'avoir un équilibre entre ce que vous consommez comme aliment acide et ce que vous allez consommer comme aliment basique. Et pour en revenir à l'inflammation, l'inflammation, généralement, est amplifiée ou s'installe plus longuement, plus facilement sur un terrain acide. Donc là, dans le cas des règles douloureuses, ça va plutôt être de désacidifier l'organisme de façon à améliorer forcément les douleurs. Et pour améliorer l'acidité, pour réduire l'acidité, on est obligé de passer par l'alimentation, c'est-à-dire de réduire les aliments acidifiants. Donc le thé, le café en fait partie, l'alcool forcément. Là on est dans l'adolescence, donc je ne parle pas forcément du café et de l'alcool, ça dépend de l'âge. Mais à l'âge adulte, en tout cas, ça fait partie des aliments acidifiants. Donc les aliments difficiles à digérer et sollicitant les fonctions hépatiques en excès sont à éviter également. Donc les graisses saturées et les aliments à index glycémique élevé. Cibler les racines, les farines et les sucres à IgG faible. Donc quand on parle d'aliments à indice glycémique élevé, on va parler de tous les aliments que vous connaissez qui ne sont pas des aliments santé non plus. C'est le sucre blanc, la farine blanche, les céréales en général. Ce sont des aliments qui ont un indice glycémique élevé, qui sont raffinés, donc qui sont dénaturés, qui contiennent finalement très peu de nutriments.
Donc ils amènent de la consistance, on va vous dire que c'est des glucides, qu'ils amènent de l'énergie, c'est vrai, mais c'est du carburant de mauvaise qualité et qui n'apporte rien. Et ces aliments-là vont avoir tendance justement à faire grimper votre glycémie. Et pour ces aliments qui ne sont pas dépensés par la personne qui les consomme, ce sont ces aliments-là aussi qui vont provoquer le surpoids, le diabète, etc. Donc autant cibler les aliments, les farines principalement et les sucres à indice glycémique faible. Donc là, on va gagner en santé, on va gagner en énergie, puisque le corps va aussi avoir moins de difficultés à les digérer, à les assimiler. Je vous ai mis une petite liste de produits qui peuvent être adaptés. Mireille vous en parlera à la fin de la conférence, si vous le souhaitez. Donc bien s'hydrater pour soutenir l'organisme dans son effort d'évacuation des toxines. Hop, je crois non. Donc l'hydratation est également importante. Tout à l'heure, on parlait des émonctoires, des portes de sortie de l'organisme pour évacuer les déchets. Donc les intestins, forcément, est une porte de sortie, et les reins également. Donc la consommation hydrique est importante. Il faut aussi la surveiller et l'adapter, la rééquilibrer également. Donc il est préférable forcément dans ces conditions de ralentir le rythme et de se reposer. Donc les respirations ventrales lentes et profondes sont une occasion de se poser et de soulager les éventuelles tensions ou douleurs abdominales présentes. Donc l'activité physique est à pratiquer en douceur, marche, vélo, yoga, automatiquement on ne choisit pas des sports ou des pratiques intensives. Donc la bouillotte posée sur le bas-ventre ou sous le dos procure un bienfait quasi immédiat. Je ne sais pas si des personnes ont déjà eu des règles douloureuses. C'est une technique aussi pour soulager. Mais là on soulage, on est bien d'accord. On ne traite pas le fond avec une bouillotte. On va le traiter avec les autres actes dont on a parlé. Mais par contre la bouillotte va pouvoir vous soulager. Automatiquement mettre du chaud sur un organe qui est en souffrance ou un symptôme qui fait mal, ça va vous soulager automatiquement et les effets sont quasi immédiats. Ça peut être un bain aussi, ça pourrait être un bain chaud. Les règles hémorragiques abondantes ou métrorragiques, elles sont dues en général à des déséquilibres hormonaux, à des médicaments fluidifiants, à des fibromes utérins bénins. Le problème majeur est la perte importante de sang, donc une carence martiale. Donc là, on reste toujours dans ce fameux déséquilibre hormonal. Et ce fameux déséquilibre hormonal, si on en prend la cause, on revient sur cette alimentation qui peut être carencée ou pas suffisamment nutritive. Donc c'est là où on va revenir sur les causes. D'accord ? On va prendre le symptôme en compte, bien entendu, mais on va surtout se demander pourquoi il y a des règlements hormonaux. Il y a des règlements hormonaux parce que le système hormonal n'a peut-être pas suffisamment les nutriments essentiels qu'il a besoin pour fonctionner correctement. Le système hormonal fonctionne avec deux grands principes, c'est-à-dire les éléments nutritifs qu'on va lui emmener, les vitamines, les acides gras essentiels, les acides aminés, les acides gras insaturés forcément, les oligo-éléments qui sont très importants dans la fabrication des hormones, et le deuxième besoin du système hormonal, c'est de l'énergie. Pour activer les hormones, le système hormonal a besoin d'énergie. Donc on peut aussi avoir, comme je vous disais tout à l'heure, une alimentation qui est bonne, mais s'il n'y a pas de jus, s'il n'y a pas de ressources énergétiques, les hormones ne seront pas correctement activées. On pourrait même mettre dans ce lien-là le système sanguin. Puisque le système sanguin, c'est lui qui transporte les hormones. Les hormones sont véhiculées par le sang. Ce sont des fonctions endocrines qui passent par le sang. Donc si vous avez un sang qui est saturé, qui a des problèmes de circulation, on pourrait aussi voir ça comme une problématique puisque les hormones passent par ce système. Donc c'est important de revoir en fait une globalité, de revoir l'alimentation pour tout ce qui est nutritif, de s'assurer qu'il y a de l'énergie, qu'il y a de la vitalité pour que ces hormones soient opérationnelles, et puis de vérifier aussi que le sang, que le système circulatoire fonctionne correctement pour transporter ces hormones là où elles en ont besoin. Donc on peut revenir sur différentes problématiques et les regarder de plus près. Donc là, on parle de dérèglement hormonal, on a vu aussi un peu les causes qu'il pouvait y avoir à ce sujet-là, et forcément la carence martiale, qui est une carence en fer, automatiquement des règles hémorragiques va malheureusement éliminer beaucoup de fer.
là, forcément, dans l'alimentation, qu'est-ce qu'on va faire en toute logique? On va cibler les aliments plus riches en fer. Donc le cumin, le thym, le sésame, les haricots rouges, les lentilles, les noix, les cajous, les graines de tournesol, ce sont des aliments qui sont riches en fer. Donc on peut les introduire dans l'alimentation, il sera même bon de le faire pour les personnes qui souffrent de carence en fer. Et pour augmenter l'assimilation du fer, éloigner la prise de thé et de café forcément des repas. Et pour pouvoir bien assimiler le fer, il est important aussi d'avoir une bonne source de vitamine C. Donc la vitamine C va aider à l'absorption du fer. Donc les aliments les plus riches en vitamine C, la goyave, le kiwi, l'orange, la papaye, le litchi, ce sont tous des aliments que l'on trouve relativement facilement, qu'il est bon d'introduire dans son alimentation. On parle de la vitamine C pour le fer, on pourrait aussi en parler pour le système immunitaire. Tout ça pour dire que si vous avez une alimentation variée et suffisamment équilibrée en termes de fruits et légumes, vous allez trouver tout ce que le corps a besoin dedans pour éviter les carences. Donc une carence en fer latente est également un déséquilibre lié à la sous-oxygénation des tissus et à la fatigue chronique qui se répercute sur tout l'organisme. Donc ça a plusieurs causes. Je veux dire, c'est une hygiène globale. Quand on parle d'hygiène de vie, on parle d'hygiène globale, c'est-à-dire de bien manger, de bien respirer, de bien penser si on veut le dire comme ça, et de bien bouger. Donc avec le rythme qu'on a actuellement, la vie sociale, c'est des choses qu'on perd de plus en plus. On commence à mettre l'activité physique de côté, on commence à se rajouter du stress, des choses à gérer, et puis on joue la facilité sur tout ce qui est alimentaire. C'est ce qu'on retrouve principalement actuellement. On joue la facilité sur tout. Et on a le temps de rien, surtout. Et surtout pas de prendre soin de soi. Donc dans ce cas-là, on va également éviter automatiquement les fuites énergétiques, puisqu'on sait qu'il nous faut de l'énergie, on sait qu'il nous faut des nutriments pour rééquilibrer notre système hormonal. Et les exercices de respiration seront un très bon choix. Donc mettre en place ces pratiques-là et favoriser une activité physique pour optimiser l'oxygénation. Donc l'oxygénation, vous allez pouvoir la favoriser par l'essoufflement par exemple, mais également par des pratiques comme le yoga, comme la cohérence cardiaque, des pratiques pour travailler sa respiration, il y en a. Donc les troubles féminins à l'âge adulte maintenant, donc la baisse du désir sexuel, donc en général, je dis bien en général, la fatigue, le stress, les déséquilibres hormonaux, les facteurs psychologiques peuvent jouer un rôle dans la baisse du désir sexuel. Les antidépresseurs, la pilule anticonceptionnelle et les tranquillisants sont quelques-uns des médicaments qui peuvent avoir comme effet secondaire de diminuer la libido chez les femmes. Ça, c'est écrit sur l'effet secondaire. Donc il faut aussi regarder les documents qui se trouvent dans les boîtes. Quelquefois, la réponse est juste là. Donc en règle générale, les femmes avec une faible libido ont des niveaux de progestérone, testostérone et DHEA bas. Les niveaux d'œstrogène et de cortisol sont aussi en déséquilibre. Donc une hypofonction thyroïdienne peut ralentir le métabolisme et ainsi affecter votre niveau d'énergie, votre humeur et réduire le désir. Donc en général, voilà, si on veut résumer les causes de la libido, ça sera un déséquilibre hormonal toujours, dont on a pu déjà expliquer les causes, et forcément de la fatigue. Donc à ce niveau-là, il faut identifier les fuites énergétiques, qui peut être toujours le stress, le mental, et remettre une activité physique en place de toute façon pour remédier à l'ensemble des deux. Donc on rééquilibre toujours l'alimentation automatiquement, on va cibler l'ail, le poivre, la cayenne, etc. Qui sont des aliments qui augmentent le flux sanguin dans le corps et les organes génitaux. Donc ils vont aider à la libido. Et le zinc est un minéral essentiel pour la fonction sexuelle, il facilite la production d'hormones. Donc il est présent dans les huiles, le cœur de palmier et le brin de morue. Ça, ce sont des sources. Ça, vous pouvez les retrouver aussi très facilement. Ou on pourra vous les donner par la suite si vous le souhaitez. Donc on économise toujours son énergie. Quand vous êtes avec une libido basse, automatiquement, il n'y a pas de jus. On peut parler de carence, on peut parler de pas mal de choses, mais en général, il n'y a pas d'énergie. Et ça, c'est important de toujours économiser cette énergie. Donc la gestion du stress, la gestion du mental, l'activité physique va vous aider à ce niveau-là. Fertilité,
Donc le rythme de vie souvent est freiné, on revient toujours un peu sur les mêmes problématiques, de toute façon il n'y a pas de secret. Le rythme de vie que l'on a, la fatigue, la malbouffe, le manque d'activité physique, ça reste quand même les trois axes, comme je le disais au début, qui vont favoriser certaines pathologies, ou la plupart en tout cas. Donc l'exposition grandissante aux différents perturbateurs endocriniens sont autant de facteurs mis en cause. Donc des règles irrégulières, des cycles anovulatoires peuvent entraîner également des difficultés à être fécondes. Et là en prime, on a 2 personnes à traiter et non pas une. Donc la fertilité va englober pas mal de causes. D'accord ? Donc là, les causes, dérèglement hormonal, on a vu, alimentation, on a vu, les carences, on a vu. Quelque chose qui va être aussi important, c'est de nettoyer l'organisme dans le cas de la fertilité, parce que une fécondation qui ne prend pas, ça peut être aussi tout simplement le terrain qui n'est pas propice, qui n'est pas prêt à accueillir. Et dans ce cas-là, on va préconiser de nettoyer l'organisme de ses déchets, de ses toxines. S'il y a du surpoids, ça va être automatiquement d'agir dessus. Donc, sauf infertilité de l'une des personnes du couple ou lésion, il est primordial de détoxiner le corps et d'assainir l'environnement dans sa globalité. Donc, nous entendons ici le milieu intérieur et extérieur dans le but d'éloigner tout ce qui pourrait freiner la production de gamètes de qualité et préparer l'organisme à une nidation ou à accueillir une PMA. Donc, l'idée première dans cette problématique, c'est vraiment de nettoyer l'organisme. J'ai parlé des perturbateurs endocriniens, je pense que vous savez tous ce que c'est. Les perturbateurs endocriniens vont venir dérégler votre système hormonal et malheureusement on les trouve partout. Quand on parle de perturbateurs endocriniens, ils ne sont pas que dans l'alimentation, il y en a une grande partie qui est dedans forcément. Quand on parle des additifs, des conservateurs, des collants, tout ça ce sont des perturbateurs endocriniens, mais on va les trouver partout. On va les trouver dans vos gels douche, on va les trouver dans vos meubles, dans vos moquettes, dans l'air ambiant, même on pourrait en parler, puisque on sait que les avions ont des gaz en plein vol. Les perturbateurs endocriniens nous entourent. Donc c'est difficile de complètement stopper cette pollution. Par contre, on peut déjà faire attention dans son alimentation. Donc c'est de regarder les étiquettes sur les produits que vous achetez, déjà. C'est de regarder les cosmétiques que vous mettez, tout ce qui est gel douche, etc. Les meubles que vous achetez, ça peut aussi être dans votre cuisine, dans les plastiques de votre cuisine, dans les casseroles, dans tout ce que vous allez utiliser au quotidien. Les perturbateurs endocriniens, vous allez les retrouver partout. Et ça, c'est un problème grandissant pour tout ce qui est perturbation du système endocrinien. Donc si c'est des perturbateurs endocriniens, c'est pas pour rien, ils perturbent votre système hormonal. Dans la fertilité, comme dans les autres pathologies qu'on a pu voir depuis le début, c'est une problématique. Bon, là, on en parle davantage pour la fertilité, on va en parler aussi beaucoup sur l'endométriose, mais c'est d'être vigilant à ce que vous consommez et les produits que vous utilisez. Ils sont partout. Donc une alimentation trop raffinée, riche en mauvaises graisses ou carencée peut être à l'origine des déséquilibres hormonaux également. Donc là, on en revient toujours sur l'histoire de l'alimentation. Les acides gras essentiels, précurseurs des prostaglandines, jouent un rôle dans l'ovulation et la fécondation. Ils sont justement essentiels dans l'alimentation. Donc les acides gras essentiels, on parle d'acides gras insaturés. Et un acide gras insaturé, c'est une huile qui n'est pas chauffée, c'est du gras qui n'est pas chauffé. À partir du moment où vous chauffez un aliment, c'est ce que je disais au début, vous allez le dénaturer, vous allez le transformer. Donc quand on parle d'acide gras essentiel, on parle d'acide gras qui n'est pas transformé. Donc vous faites revenir quelque chose à la poêle, automatiquement vous détruisez, vous déformez, enfin vous transformez cet acide gras. Il devient insaturé. Saturé. Comme moi peut-être. Donc on rééquilibre toujours l'alimentation automatiquement, on met en place une alimentation hypotoxique et nutritive, et afin de nettoyer l'organisme, on comble les carences et perd du poids si besoin. Donc dans le cas de la fertilité, automatiquement il va falloir agir sur tous ces tableaux. Remettre une alimentation en place nutritive, toujours pour que le système hormonal fonctionne correctement, et on va nettoyer l'organisme, on va préparer l'organisme à l'anidation ou autre,
Mais en tout cas, ça sera indispensable de passer par une détox, on va dire, de l'organisme. Et de gestion du stress. On sait bien que sous le stress, on ne va pas réussir à faire grand-chose non plus. Il me semblait qu'il y avait quelques années, c'était le mois d'août, où il y avait le plus de fécondation. Le mois d'août, pourquoi? Parce que les gens étaient moins stressés, ils étaient en vacances. Je parle en métropole surtout. Mais voilà, il y a eu des statistiques qui ont été faites, et effectivement, les mois les moins stressants, parce que ce sont des mois où les gens sont en vacances, ça fonctionne mieux. C'est pas surprenant. Donc on fuit les perturbateurs endocriniens, bien entendu, qu'ils soient alimentaires ou environnementaux. Donc quand je parle d'environnementaux, automatiquement, je parle de tout ce qui nous entoure. Donc retrouver de la vitalité en évitant les fuites énergétiques, pratiquer une activité physique et redynamiser la zone pelvienne et la décongestionner si c'est le cas. Donc là, pour ça, se rapprocher éventuellement d'un ostéopathe. La congestion pelvienne va aussi, peut être en tout cas, une cause pour laquelle l'utérus, pour laquelle la nidation ne se fait pas. Les congestions, forcément, ne sont pas bonnes. Et là, c'est important de faire un point avec un ostéopathe éventuellement pour décongestionner cette zone. On verra qu'il y a aussi d'autres techniques pour la décongestionner. Donc un soutien psychologique, donc, via la psychologie classique, automatiquement. On peut aussi parler de psychogénéalogie, de décodage biologique, d'hypnose, de sophrologie. On peut parler de toutes ces techniques qui peuvent accompagner la personne, justement, qui est dans cette phase-là, puisque c'est une étape qui est difficile pour elle, automatiquement. C'est pas quand on cherche à avoir un enfant, qu'on n'y arrive pas, automatiquement, je pense qu'on le vit mal. Donc, automatiquement, ça peut être bien d'être accompagné aussi à côté par différentes techniques. En plus de l'alimentation et de la gestion du stress et de l'activité physique. L'endométriose, donc ce sont des cellules endométriales qui migrent, on ne sait pour quelle raison encore, et colonisent d'autres zones à proximité de l'utérus, provoquant ainsi des inflammations, des adhérences cicatricielles ainsi que différents types de lésions. Donc ces inflammations peuvent être favorisées et amplifiées toujours par l'acidose de l'organisme. Donc quand on parle de l'acidose, on parle de l'acidité, on parle de cette acidité que les reins éliminent, et on parle de cette acidité que les produits laitiers, les viandes rouges principalement, le thé, le café, tous ces aliments acidifiants amènent au niveau du terrain. Si on acidifie le terrain, si vous êtes en terrain d'acidose, automatiquement vous favorisez les inflammations. Donc effectivement, conseiller de réduire dans l'alimentation tous ces aliments qui sont acides. Donc au niveau de la zone pelvienne, on peut supposer une compression, un manque de circulation, d'oxygénation. Donc il faut alors régler le problème de constipation s'il y en a. Donc c'est important aussi de vérifier comment fonctionnent les organes. Quelqu'un qui vient me voir, automatiquement je vais lui demander ce qu'il mange, puis ça sera bien de faire un point sur l'assiette pour voir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a à rééquilibrer. Mais ça sera aussi important de savoir ce qu'il vit, s'il est stressé, pas stressé, s'il est fatigué ou pas. Ça va permettre de cibler les causes aussi, mais aussi de vérifier comment son organisme fonctionne. Est-ce qu'il va bien à la selle ou pas? Puisqu'il faut savoir que ce qu'on mange, il faut l'éliminer. Donc s'il y a une constipation, ça crée des tensions aussi au niveau du bas-ventre. Et surtout, le corps n'élimine pas les déchets correctement. Donc ça, c'est important de surveiller aussi l'élimination de la personne. Donc il est primordial de calmer l'inflammation, forcément en abaissant l'acidose et en réservant la compression pelvienne pour diminuer la durée et l'intensité des douleurs, et stabiliser, voire réduire l'évolution de l'endométriose. Il est nécessaire de nettoyer l'organisme de ces toxines en favorisant le bon fonctionnement des différents émonctoires. Donc quand on parle de nettoyer l'organisme pour l'endométriose, automatiquement on parle de ces cellules endométriales qui migrent, je ne sais pas pourquoi, mais qui migrent, et de ces cellules, il faut aussi les drainer, il faut aussi les nettoyer. Donc on désacidifie l'organisme et on nettoie l'organisme pour que le corps se nettoie tout simplement. Donc rééquilibrer l'alimentation toujours, on évite les viandes rouges particulièrement, les céréales contenant du gluten et les laitages, et les aliments dits anti-inflammatoires comme le curcuma, le citron, les fruits doux, légumes à feuilles vertes, les graines germées, oléagineux. Donc, mis à part la responsabilité de l'alimentation, les conséquences d'un stress chronique pèsent aussi, elles, bien lourd dans la balance. Il est donc plus que nécessaire de s'occuper de la gestion du stress.
Un trop fort taux de cortisol épuise et enflamme l'organisme. Donc la cortisol, par définition, qui est l'hormone du stress, va chasser le magnésium de l'organisme. Donc automatiquement, si le magnésium est chassé par le cortisol, on va se retrouver automatiquement dans un état de fatigue. Donc là, il y aura forcément une carence. D'où l'intérêt de la gestion du stress. Donc rechercher les éléments perturbateurs est indispensable pour comprendre pourquoi telle ou telle situation génère un état de peur, d'angoisse et de tension. Donc ça c'est pareil, ça fait partie de l'accompagnement des personnes. Si vous avez votre coach en bien-être, en relaxation, en méditation, il va pouvoir vous accompagner dans cette direction-là. Vous pouvez faire vous-même le point. Vous pouvez identifier qu'est-ce qui vous met en état de stress, qu'est-ce qui vous met en état d'anxiété et qu'est-ce qui vous fait sortir de vos gonds. C'est de se connaître aussi. L'important, c'est aussi de se connaître, de savoir, de s'écouter. Les symptômes sont là aussi pour vous en parler. Quand vous avez un symptôme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bien de l'analyser et puis d'essayer de comprendre pourquoi. Donc gérer le stress et pratiquer une activité physique adaptée. Donc travailler sa confiance et l'estime de soi, respirer en conscience, avoir des exercices comme la cohérence cardiaque, la pratique du yoga ou de la méditation. Donc pour récapituler, on peut soulager l'endométriose avec la mise en place de 5 objectifs. Donc réduire l'inflammation, libérer la zone pelvienne, réduire au maximum les perturbateurs endocriniens, soulager les douleurs et stimuler les émonctoires. Donc on en revient toujours à ces fameux 3 grands axes, c'est-à-dire d'avoir une hygiène alimentaire, d'avoir une hygiène mentale, gérer le stress et d'avoir une activité physique. Tout ça va, même l'activité physique va vous permettre de mieux éliminer et de soulager les douleurs. Les troubles féminins à la ménopause. Donc durant cette période de transition, l'harmonie entre le système nerveux, immunitaire et endocrinien est fragilisée. Donc les ovaires vont progressivement arrêter de produire de la progestérone et en parallèle, les sécrétions d'oestrogènes diminuent. On reste toujours dans le dérèglement hormonal. Donc la chute de la production hormonale peut entraîner des troubles de l'humeur, de la fatigue, des réveils nocturnes, de l'insomnie, des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, la sécheresse intime, irritabilité, dépression, baisse de la libido, la fragilisation du squelette et des voies urinaires. Sans respirer. La liste est longue. Alors tout le monde n'a pas ces symptômes, et heureusement, il y en a qui n'en ont pas, d'autres qui ont certains symptômes, et puis d'autres qui ont tout. Donc on rééquilibre toujours automatiquement l'alimentation, et ça, il est bien de le faire avant la ménopause. Alors pourquoi ? On parlait tout à l'heure d'émonctoires, et les émonctoires, dont les reins et les intestins sont les principaux, on les a tous, hommes, femmes. Par contre, la femme a un émonctoire supplémentaire qui est le vagin. Le vagin sert aussi à éliminer des toxines. Donc, c'est comme si vous aviez 3 poubelles chez vous, 3 bacs, le vert, le jaune, le bleu, et qu'on vous en enlevez un. Donc, automatiquement, si on vous enlève un bac, il faut produire moins de déchets. Et produire moins de déchets, c'est revoir son alimentation. On ne peut pas garder la même alimentation avec des éliminations en moins. Donc automatiquement, ça se prépare la ménopause. Et il est bon de la préparer, de rééquilibrer son alimentation avant même d'être en pré-ménopause ou d'arriver à la ménopause. Les symptômes vont être complètement différents. C'est de rééquilibrer votre alimentation en fonction des éliminations que vous avez. Et là, vous en aurez une de moins. Donc automatiquement, il est bon de rééquilibrer l'assiette aussi à ce niveau-là. Donc certains aliments sont riches en phytohormones. Donc je pense que vous avez eu tous le temps de les noter si ça vous intéresse. Donc là, toujours dans le même principe, de mettre une hygiène alimentaire en place et qui va favoriser à travers certains aliments le rééquilibrage hormonal. Donc on sait forcément que les aliments riches en oméga 3 et acides gras insaturés sont conseillés pour limiter les bouffées de chaleur, améliorer l'équilibre émotionnel et hydrater la peau et les muqueuses. Les huiles végétales non chauffées, les noix, les amandes, les noisettes, pistaches, graines, les légumes à feuilles vertes, tout ça, ce sont une très bonne source d'oméga 3, de lipides insaturés. Boire en quantité suffisante, donc pour tout ce qui est sécheresse vaginale. La glaire cervicale est constituée de beaucoup d'eau, donc c'est une mauvaise hydratation favorise la sécheresse vaginale. Le foie fabrique et élimine les hormones, d'où l'importance capitale et majeure de le soutenir en période de ménopause.
Donc le foie est un organe clé également. On va vous dire que tous les organes servent forcément, puis heureusement. Maintenant, il y en a certains quand même qui sont à ménager, le foie, les intestins. Ce sont des organes qui sont ce qu'on appelle des organes clés. Et donc le foie est un organe qui a de multiples fonctions, mais qu'il faut aussi ménager, entretenir. Donc le nettoyer de temps en temps, ça peut être aussi d'une bonne prévention. Donc limiter les causes des dérèglements hormonaux, pour résumer, on va rééquilibrer l'assiette, essayer de mettre dans l'assiette justement tout ce dont le système hormonal a besoin. On va fuir les perturbateurs endocriniens, forcément, puisque c'est eux qui vont avoir tendance à déséquilibrer votre système. Réduire le tissu adipeux et le surpoids, faciliter la détoxification hépatique et optimiser la flore intestinale. Donc ça, c'est 5 grandes lignes de conduite, 5 cibles pour agir sur les déséquilibres hormonaux. Donc on régule automatiquement le système nerveux et on pratique une activité physique. Donc toujours dans le même esprit, c'est d'avoir cette hygiène mentale et cette hygiène physique qui est indissociable, on va dire, de l'hygiène alimentaire. En résumé, donc une grande partie des troubles de la femme est liée à un dérèglement hormonal et ou à un terrain pro-inflammatoire, conséquence de l'acidose. Donc si on veut résumer ce qui a été dit ce soir, tout ce qui est trouble de la femme a pour cause le dérèglement hormonal. Le dérèglement a pour cause, à travers l'alimentation et les fuites énergétiques, forcément, ce sont des objectifs, des axes qu'il faut absolument surveiller. Les dérèglements hormonaux, on a vu que c'était le dénominateur commun de quasiment tous ces troubles. Et le dénominateur commun également, c'est le manque d'énergie. Et pour récupérer de l'énergie, on a parlé de la gestion du stress, de la gestion du mental, mais on n'a aussi pas parlé forcément du sommeil. Donc c'est forcément important d'avoir un bon sommeil. C'est à ce moment-là que vous vous rechargez. Autant le mental, le stress va vous vider, va vous épuiser, mais si en plus le sommeil n'est pas de qualité, c'est comme si vous chargez votre téléphone le soir et qu'il n'est pas à 100% le matin. Automatiquement, les applications elles vont moins bien fonctionner. Chez nous, ça sera nos systèmes qui vont moins bien fonctionner. Donc le sommeil est un élément clé aussi dans la santé, c'est de s'assurer d'avoir un sommeil réparateur. Parce que si vous accumulez la malbouffe, le stress, le mauvais sommeil et la sédentarité, vous pouvez déjà aller chercher une pelle et creuser. Donc là, ce sont des points où il va falloir automatiquement faire un point. Alors peut-être pas tout révolutionner dans un premier temps, puisqu'on va s'apercevoir, pour beaucoup d'entre vous qui recevaient des patients, on va s'apercevoir que quelquefois, il faut tout traiter. L'alimentation, la sédentarité, le stress. Donc on ne va pas pouvoir révolutionner tout d'un coup, mais par contre, point par point, petit à petit, on peut mettre des choses en place. Hop. Les fonctions du système glandulaire peuvent également être altérées par les perturbateurs endocriniens et les métaux lourds. Donc c'est pour ça qu'il est important de regarder, d'être vigilant sur ce que vous consommez qui peut en contenir, que ça soit dans l'assiette ou à côté. Je vous disais tout à l'heure, les gels douche, les cosmétiques, les perturbateurs endocriniens sont partout de toute façon. Donc dans un premier temps, ça sera d'être vigilant sur tout ce que l'on consomme. Ça sera déjà une bonne chose. Et éventuellement de faire des détox, forcément, pour éliminer les métaux lourds. Ce système a besoin de nutriments pour que les glandes endocrines fabriquent les hormones et de l'énergie pour les animer et les rendre fonctionnels. Donc on en revient encore à cette alimentation nutritive. Il faut donner à votre organisme ce dont il a besoin pour fonctionner. Et une fois que vous lui avez donné ces nutriments, il faut lui donner de l'énergie. Et cette énergie-là, on la trouve à travers le bon sommeil, et on évite de la gaspiller à travers le stress et le travail du mental excessif. Donc c'est important de mettre en place toutes ces hygiènes, ces 3 axes, alimentaire, mental et physique. Donc une alimentation carencée, un manque de vitalité et les pollutions chimiques en sont grandement responsables.
Il est donc important de consommer une alimentation saine, nutritive et de limiter les excès, d'avoir un sommeil réparateur, de maîtriser son mental et de pratiquer une activité physique et de stimuler ses émonctoires, car plus le taux de surcharge diminue, plus la vitalité augmente, et d'être vigilant aux perturbateurs endocriniens. Donc, quand je parle de stimuler les émonctoires, effectivement, on parle de nettoyer son organisme, de le libérer de ses déchets. Et automatiquement, si votre organisme n'a pas tous ces déchets à gérer, votre vitalité va remonter. Puisque c'est de la vitalité que vous allez perdre aussi, hein, c'est de l'énergie que vous allez perdre, puisque votre corps va devoir gérer tous ces déchets, va devoir gérer toutes ces surcharges. À travers l'alimentation, on peut aussi parler des digestions, les mélanges alimentaires ou les repas excessifs. Il faut savoir que les digestions ont besoin d'énergie aussi. Donc là, on peut aussi faire des économies à travers l'alimentation, en la rééquilibrant, en dissociant certains aliments, en mangeant moins vite. Il y a beaucoup de solutions pour rééquilibrer une assiette et faire des économies aussi au niveau du système digestif. En tout cas, ce qu'il faut s'assurer, c'est que ce que vous mettez dans votre assiette va nourrir votre organisme, va lui apporter ce qu'il a besoin. Il faut s'assurer que votre organisme va aussi éliminer les déchets. Il faut s'assurer qu'il y ait de l'énergie. Et pour s'assurer qu'il y ait de l'énergie, il faut s'assurer d'un bon sommeil. Il faut limiter les fuites. Donc, autre technique dans le même sujet. Pour terminer sur les techniques, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de l'activité physique, on a parlé de la gestion du mental. Le bain dérivatif est un très bon soutien. Donc c'est une technique qui consiste à rafraîchir les deux plis inguinaux et le périnée afin de faire vibrer les intestins et les fascias. Donc les fascias ont pour fonction de nourrir et détoxifier les organes. Donc les fascias, c'est un cheminement de petites fibres par lequel la lymphe est véhiculée. Et c'est la lymphe qui va nourrir vos cellules, et c'est la lymphe qui va également faire transiter les déchets dans l'organisme pour les éliminer. Donc là, ces bains dérivatifs vont avoir pour but de faire vibrer un peu toute cette tuyauterie, puisque l'intestin en fait partie. Hein. Quand on parle du péristaltisme de l'intestin, s'il n'y avait pas de péristaltisme, votre bol fécal n'avancerait pas pour être éliminé. Donc quand on parle de faire vibrer que ce soit les fascias ou que ce soit l'intestin, c'est pour faire cheminer, pour faire avancer, pour que les déchets, les toxines soient éliminés correctement et que les éléments nutritifs arrivent à la cellule. Donc cette circulation doit être propulsée par les vibrations du fascia, c'est ce que je vous disais, et dans les deux cas, la friction et la fraîcheur des plis de laine permettent la moitié de l'intestin et la vibration des fascias. Le bas, ce sont des parties qui doivent être rafraîchies. On n'est pas fait pour avoir un slibard, un caleçon, un pantalon. On réchauffe ces parties-là et c'est ce qui provoque justement cette mauvaise irrigation et cette mauvaise vascularisation. On devrait peut-être faire comme les Écossais, porter des kilts, sans rien dessous. Donc les bains dérivatifs qui vont ramener cette fraîcheur vont permettre de ramener une température adaptée au fonctionnement du périnée à tout le bas-ventre. Donc les bains dérivatifs auront une fonction sur les inflammations, la libido, la régulation des règles, le stress et le sommeil. Donc on a quelqu'un ici qui connaît très bien les bains dérivatifs, qui va pouvoir vous en parler si vous le souhaitez. On rajoute un petit peu quand même. Donc, on a parlé alimentation, on a parlé gestion du stress, on a parlé activité physique, bains dérivatifs également en soutien. On va aussi parler des compléments, puisqu'on va s'appuyer sur les compléments alimentaires. Donc, pas forcément pour traiter le fond, pour soulager bien entendu, mais pour préparer le terrain. Donc là, on va être aussi dans la préparation de fond grâce aux compléments. Automatiquement, il va toujours falloir passer par une alimentation. Hein. Le complément ne va pas tout faire. Mais en tout cas, c'est un très très bon support pour accélérer le processus d'élimination, soulager, accélérer le processus de guérison. Et là, la phyto est un très bon soutien. Donc un complément alimentaire, c'est un complément qui contient une charge nutritive importante dans un minimum de volume. C'est ce qu'il faut voir. C'est que le complément alimentaire va vous permettre d'avoir une charge nutritive importante, très vite. Donc va pouvoir agir très vite sur le but qu'on veut atteindre. Donc il va pouvoir soulager efficacement, combler rapidement les carences ou stimuler les émonctoires afin de drainer les toxines. Donc là, en termes de compléments alimentaires, vous en avez des différentes formes, avec forcément différentes fonctionnalités.
Donc une multitude de compléments sous différentes formes s'offrent à nous. Et la phytothérapie a une place majeure dans ce domaine, et la gémothérapie, qui est une des branches, est une valeur sûre. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît la gémothérapie. Donc la gémothérapie, je vous ai fait quelques lignes dessus pour que vous la connaissiez davantage. Donc la gémothérapie est communément appelée la médecine des bourgeons, et elle vise à rééquilibrer le terrain pour lui permettre d'accompagner la guérison. Donc elle a une action naturelle de fond qui va permettre à l'organisme de se réguler et améliorer ses fonctions d'élimination. Donc la gémothérapie est intéressante pour ça, c'est qu'elle a une fonction de fond, moins de forme. Donc elle va préparer le terrain, elle va mettre le terrain en condition pour ce que l'on va rechercher derrière. Que ça soit de la détox ou que ça soit combler une carence ou toute autre chose. Donc elle utilise exclusivement les tissus embryonnaires frais des plantes, arbres et arbustes, c'est-à-dire les bourgeons, les jeunes pousses et les radicelles. Donc préparés par macération dans un mélange d'eau, de glycérine et d'alcool, on obtient des solutions dans lesquelles se concentrent tous les principes actifs des végétaux. Donc si la différencie de la phyto en général, c'est que la phyto en général, on va utiliser une partie de la plante. On va utiliser les feuilles, les racines, les feuilles, les fruits. Donc la phyto va prendre une partie de la plante. La gémo, qui utilise les bourgeons, le bourgeon, lui, a le potentiel de toute la plante. Donc c'est comme si vous utilisiez les feuilles, les racines, les tiges, les fleurs. Donc vous avez tout le potentiel de la plante. C'est ça qui la différencie de la phyto à côté. C'est que vous allez avoir le totum, ce qu'on appelle le totum de la plante, c'est-à-dire tous les principes actifs de la plante. Et on sait maintenant que d'avoir tous les principes actifs d'une plante, c'est toujours mieux que de les avoir isolément. D'accord. Donc la phyto, quand vous prenez par exemple une tisane, donc vous allez utiliser une eau que vous allez faire tremper dans cette eau, par exemple des branches ou des feuilles. Vous allez récupérer les principes actifs des feuilles ou des branches, mais vous allez surtout récupérer les principes actifs hydrosolubles. C'est-à-dire que vous n'allez pas récupérer tous les principes actifs. Donc vous allez avoir qu'une partie de la plante et en plus qu'une partie des principes actifs. En gémothérapie, vous allez avoir 3 macérations, enfin 3 solvants, qui est la glycérine, l'alcool et l'eau. Donc automatiquement, vous allez récupérer tous les principes actifs et du potentiel de la plante entière. C'est pour ça que la gémothérapie, qui est une branche de la phyto, je le rappelle, reste une branche qui est la plus intéressante pour récupérer le totum de la plante, donc tous les principes actifs. Donc les bourgeons possèdent certaines propriétés thérapeutiques supérieures à celles des diverses parties de la plante mature. Donc le bourgeon étant un embryon, il porte en lui le potentiel de développement de la plante, un peu comme s'il était à la fois les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs et les fruits. Il contient également de fortes concentrations d'éléments actifs comme des hormones, des oligo-éléments, des vitamines, des minéraux, etc. Donc le tissu embryonnaire offre non seulement une teneur supérieure en composés actifs, mais un spectre d'action beaucoup plus vaste que chacune des parties de la plante prise isolément. Donc les compléments des troubles de la femme. Donc j'ai listé une petite partie de compléments, les plus efficaces en fonction des troubles. Vous avez eu un abécédaire en arrivant, qui nous permet de recibler un peu plus davantage, et on va pouvoir plus facilement faire le lien également avec ce qu'on va voir. Donc l'achillée millefeuille, c'est une plante médicinale connue pour son action sur la digestion, la circulation veineuse et les règles douloureuses. Donc là, ça peut être un complément qui peut être conseillé dans le cas de règles douloureuses. Donc automatiquement, on va augmenter le flux sanguin, donc on va augmenter l'élimination. Ce qui n'empêche pas, à travers l'alimentation, ce qu'on disait tout à l'heure, de diminuer l'acidose, l'acidité du terrain, à travers les aliments qui le rendent acide. On a l'armoise commune, qui est une plante connue pour favoriser les menstruations lors d'absence de règles et soulager les troubles menstruels. Donc, ce qu'on appelle des plantes emménagogues, qui permettent d'activer le flux sanguin. L'aulne blanc, qui est connu pour son action circulatoire et pour soulager les troubles urogénitaux avec atteinte tissulaire. Donc, quand on parle avec atteinte tissulaire, on va parler davantage pour l'endométriose.
Le bouleau pubescent, donc lui c'est un draineur général, il agit en profondeur sur les émonctoires. Donc lui on va plutôt le mettre en place pour stimuler les émonctoires dans le cadre d'une détox, dans le cadre d'un nettoyage de l'organisme. Et là on va le cibler forcément pour l'endométriose et la stérilité. Puisque là dans ces deux cas-là, on sait qu'il faut nettoyer l'organisme pour soulager ces pathologies. Le framboisier, donc c'est la gymothérapie de la femme, de la puberté à la ménopause. Il agit sur les troubles menstruels et les règles douloureuses. Le gâtillier, plante médicinale connue pour soulager les troubles menstruels, régulariser le cycle, diminuer les troubles de la ménopause, bouffées de chaleur, sécheresse, etc. Donc tous les compléments, tout ce qui est en gémeaux et en phyto qui peuvent réguler les cycles hormonaux, forcément vous allez les retrouver sur votre abécédaire, qui peuvent fonctionner pour différents troubles. Passiflore, on a bien vu que le stress était une problématique aussi dans tous ces troubles. Donc lui, il est connu pour soulager l'anxiété, la nervosité, les spasmes musculaires et les douleurs névralgiques. La valériane, qui elle, va avoir plutôt des répercussions sur le sommeil. Donc le sommeil, s'il n'est pas de bonne qualité, on le disait tout à l'heure, vous ne vous rechargez pas correctement, et si vous ne vous rechargez pas correctement, vous ne fournissez pas comme il le faudrait à votre organisme. La sauge, donc connue pour ses effets antitranspirants, c'est aussi la plante du cycle menstruel. Donc on peut le voir dans les règles, des règlements hormonaux, quand on parle des retards de règles par exemple. Donc là on va partir sur des complexes. Donc le dédentolis qui est recommandé dans les états de stress et de surmenage. La particularité avec les plantes, c'est qu'une plante peut fonctionner chez quelqu'un et pas chez quelqu'un d'autre. Donc on va parler de la valériane, qui détend, qui déstresse. Par contre, c'est possible que la voisine, lui, ça lui fasse rien. Donc les complexes sont intéressants pour ça, dans le sens où on va retrouver un petit peu différentes plantes qui ont pour but de détendre. Donc même si une ne fonctionne pas chez vous, le complexe en aura d'autres qui, elles, peuvent fonctionner. Donc la phyto, c'est un peu aussi, je dirais pas c'est comme le loto, mais une plante ne peut ne pas être efficace sur vous et chez quelqu'un d'autre complètement. Donc il faut en essayer plusieurs, ou alors se rabattre sur des complexes qui contiennent une multitude de plantes. Le somnolis, ce complexe est particulièrement adapté pour le sommeil. Le ménolis, comme son nom l'indique, pour tout ce qui est désagrément de la ménopause et de la préménopause. On va parler aussi de plantes en poudre, comme l'ashwagandha, donc, qui est du ginseng indien, est un atout pour combattre la fatigue et le stress. Donc ces vertus aphrodisiaques sont également très réputées dans le domaine médical. Donc lui, on va le retrouver forcément pour tout ce qui est fertilité et libido. La poudre de fruits de baobab, donc là j'en ai parlé pour son côté antioxydant, mais surtout pour sa richesse en vitamine C. On a vu tout à l'heure que la carence martiale, donc la carence en fer, même si on ramène du fer dans l'alimentation, ce qui est important aussi, c'est de ramener la vitamine C. Donc on en trouve dans beaucoup de fruits, certains légumes, mais la poudre baobab est très riche en vitamine C. Donc ça peut être un complément aussi qui va soutenir tout ce qui est règles hémorragiques, tout ce qui est carence partielle. La poudre de Shatavari, donc elle, c'est la poudre par excellence de la femme, de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc utilisée pour soulager les syndromes prémenstruels et les symptômes de la périménopause. Elle est également plébiscitée pour booster la libido et optimiser la fertilité. Donc ça, elle est plutôt polyvalente. Les microalgues, la phytocyanine. Donc la phytocyanine, c'est quoi? C'est la principale molécule d'intérêt de la spiruline. Donc elle contient un taux de fer disponible remarquable. En forme liquide, elle est hautement assimilable grâce à sa composition proche du sang. Donc ça, c'est un complément qui est très efficace aussi pour tout ce qui est carence en fer. Pour plein d'autres choses. Mais dans le sujet que l'on traite ce soir sur les troubles de la femme, la phytocyanine pour tout ce qui est carence en fer sera excellent. Le magnésium, alors le magnésium, lui, on va le cibler forcément pour lutter contre la fatigue, le manque d'énergie, le stress, le mauvais sommeil. Donc tout ce qui va lutter contre le cortisol qui épuise et enflamme notre organisme et contribue au bon fonctionnement du système nerveux. Donc cette gamme de magnésium, c'est pas le cas pour tous,
est le seul du marché dont la teneur en sodium le rend compatible avec les régimes sans sel. Donc ça peut être quelquefois quelque chose d'incompatible suivant les pathologies de la personne, mais celui-ci s'adapte parfaitement aux personnes qui ont un régime sans sel. La sève de bouleau, donc ça c'est également connu puisque c'est ancestral. Donc elle est considérée comme un diurétique et un détoxifiant de l'organisme qui permet de baisser le taux d'acide urique. Donc l'acide urique, c'est ce qui amène l'acidose dans l'organisme. Donc si on souhaite désacidifier l'organisme, on l'a vu dans le cas de l'endométriose, dans le cas des règles douloureuses, et ben la sève de bouleau est une très bonne solution pour diminuer tout ce qui est inflammatoire et de libérer l'acide urique, enfin l'acidité de notre organisme. Le Panaceo Detox, donc lui, est fabriqué à base de poudre de zéolite. Donc ça, c'est un élément naturel d'origine volcanique. Et il contribue à filtrer les métaux lourds, l'ammonium et les cellules endommagées présentes dans le corps. Donc ce complément-là est classé dispositif médical en raison des études qui attestent de son efficacité. Donc si on veut drainer forcément l'organisme, on veut le détoxifier, il y a différents compléments qui peuvent forcément aider à cela. Mais celui-ci va permettre de davantage cibler tout ce qui est métaux lourds. Il y en a peu sur le marché qui ciblent les métaux lourds. Donc le CBD, que j'imagine vous connaissez maintenant un petit peu plus, si ce n'est pas le cas, je vais vous en parler un peu. Donc après avoir choisi le bon dosage, cette huile est parfaite pour soulager le stress, les angoisses, les troubles somatiques, comportements alimentaires, endormissement, insomnie, douleurs chroniques, anti-inflammatoires, antioxydants et neuroprotectrices. Donc, le CBD a un spectre très large. Il y a de plus en plus d'études qui maintenant font surface et qui parlent des bienfaits du CBD. La liste, elle est longue. Si on regarde un petit peu toutes les études et tous les bienfaits sur certaines pathologies, on s'aperçoit que le spectre est large. En tout cas, lui également, pour tous les troubles qu'on a pu voir ce soir, on va le retrouver, si vous le regardez sur votre abécédaire, c'est lui qui a le plus de croix. C'est-à-dire qu'il va vraiment agir sur un maximum de choses par rapport aux troubles. Donc le CBD, pour les personnes qui connaissent un petit peu moins, est une molécule non psychotrope issue du chanvre, plus connue sous le nom de cannabidiol. Donc pensez que le CBD ne va pas vous shooter. Il est sans THC, donc automatiquement on va récupérer ses vertus anti-inflammatoires, calmantes. On va récupérer toutes les vertus de cette molécule-là sans cet effet psychotrope. Donc il se distingue du cannabis par son taux de THC inférieur à 0,2%, ce qui le rend légal à la commercialisation en France et en Europe. C'est légal. Alors le CBD, vous le trouvez sous différentes formes. Vous le trouvez à fumer, vous le trouvez en gélule, vous le trouvez en huile, en crème de massage. Donc en huile, c'est la forme la plus efficace dans le sens où vous allez mettre ces huiles sous la langue et ça va en quelques secondes rejoindre le système circulatoire et être efficace tout de suite. Donc son utilisation thérapeutique s'ouvre avec le développement de médicaments et de compléments alimentaires contenant du CBD. Donc le CBD possède de nombreuses vertus thérapeutiques, appuyées par des études publiées dans des revues scientifiques internationales. Son caractère non addictif permet un usage plus raisonné des médicaments. Donc pensez aussi que le CBD, non seulement il est légal, mais on n'est pas addict. Et on n'a pas cet effet psychotrope qu'on peut connaître avec le cannabis. Donc le système endocannabinoïde de l'organisme est un ensemble de récepteurs sensibles aux cannabinoïdes. Au cas où il y en a qui se poseraient encore des questions, en effet, on a des récepteurs qui sont sensibles à cette molécule. Donc ce circuit physiologique existant, connu par le corps humain, régule les fonctions biologiques essentielles. Donc on le voit sur le dessin d'à côté, ça ce sont tous les récepteurs, donc on peut par définition se dire que tous ces récepteurs qui se trouvent au niveau de l'organisme, le CBD peut avoir une action sur tous ces systèmes-là. On va en découvrir certainement encore beaucoup. Donc, pour terminer avec le CBD, il y a différentes concentrations automatiquement, et ça va être en fonction de
vos besoins. Donc le 10% a une concentration modérée pour des résultats efficaces, le 20% contre le stress et les angoisses, et le 30% la plus puissante contre les douleurs. En fonction forcément des problématiques que vous pouvez avoir, il y aura un pourcentage à adapter. Et pour toute info, et pour terminer, avant de laisser la parole à Delphine et à Sandra, donc toute source, étude, article concernant le contenu de cette présentation. Alors j'ai pas pris le temps, je ne l'ai pas eu surtout, de mettre les sources, les études, tout ce qui reporte à ce que j'ai pu vous parler ce soir. Mais si vous le souhaitez, si vous avez des interrogations, ou si vous souhaitez avoir les sources, tous les documents, ben, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous les donnera avec plaisir. Voilà. Merci Laurent. Merci. Je vais passer le micro, la main à Delphine, qui elle va vous parler de tout ce qui est gestion du stress, gestion du mental, par toutes les techniques qu'elle connaît, qu'elle pratique, qu'elle enseigne. Merci Laurent, merci Jean-Marc de m'accueillir ce soir. Donc je vais faire rapide, mais vous parler effectivement des techniques que je mets en place. Donc je m'appelle Delphine Drouin, je suis coach certifiée en santé et bien-être. Je suis également praticienne de méditation de pleine conscience, professeure de yoga. J'ai un maître professeur qui est là, maître praticienne en psychologie positive au travail et praticienne en cohérence cardiaque. Le gros avantage que j'ai, c'est que j'ai 53 ans et que je suis en pleine ménopause et que j'ai le plaisir de pouvoir expérimenter toutes ces pratiques. Et ça marche. Donc ça, c'est chouette. Aujourd'hui, j'accompagne à la fois les salariés dans les entreprises et également les femmes autour de la ménopause sur un programme que j'ai conçu, un programme que j'ai appelé Happy 50, parce que oui, ça peut être une période aussi agréable de la vie, qu'il y a des beaux cadeaux cachés derrière cette période-là. Donc c'est un programme basé sur l'alimentation santé. Je ne reviens pas dessus parce que Laurent en a beaucoup parlé, mais j'adhère complètement à ce qu'il vient de dire. Sur la gestion du stress, avec des techniques dont je vais vous parler, et la pratique du yoga hormonal spécialisé sur les troubles de la ménopause. Donc effectivement, les fluctuations des taux d'oestrogène et de progestérone, ainsi que les nombreux changements qui sont liés à cette période de la périménopause et de la ménopause, elles peuvent effectivement augmenter l'anxiété, le stress, les crises de panique chez les femmes. Et moi, j'ai constaté avec les clients que j'accompagne que d'avoir recours à des techniques comme la méditation de pleine conscience, donc juste sur 5 minutes par jour, et je rejoins ce que disait Laurent sur la régularité, j'insiste beaucoup là-dessus. Ça ne sert à rien de dérouler son tapis ou de s'asseoir sur une chaise et de méditer 1 heure. Non, c'est vraiment la régularité. Donc 5 minutes par jour de méditation de pleine conscience. Moi, j'ai déjà des effets positifs au bout de 15 jours avec mes clientes. D'apaisement du mental, la capacité de mieux gérer les situations de stress. La cohérence cardiaque, voilà, je me suis formée à la cohérence cardiaque et c'est vraiment un très très bel outil, facile à utiliser. La cohérence cardiaque, elle permet de baisser la pression artérielle, le rythme cardiaque, donc il y a un vrai effet bénéfique au bout des 5 minutes. Donc c'est pareil, ce ne sont pas des techniques qui demandent des heures. Et moi, j'ai souhaité travailler sur un programme qui soit facile à mettre en place pour les femmes, qui travaillent 10-12 heures par jour, avec pas évidemment le temps de faire 2-3 heures de pratique, mais déjà de mettre en place ça de façon régulière, je vois vraiment des résultats positifs. Donc cohérence cardiaque, c'est 3 fois par jour, 5 minutes par jour, par séance, et c'est 6 respirations par minute. Une respiration, c'est une inspiration et une expiration. L'inspiration et l'expiration sont aussi importantes, donc bien veiller à ça. Moi, dans mon cabinet, je les accompagne sur cette découverte, donc très facile, il y a aussi beaucoup d'applications. Donc, c'est vraiment des méthodes et des outils que je trouve très faciles à offrir aux personnes que j'accompagne. La pratique du yoga hormonal, mais je vais laisser aussi Sandra parler de cette partie-là, avec certaines postures qui nous permettent d'apaiser notamment les bouffées de chaleur.
Donc ça, c'est aussi des choses que j'ai expérimentées. Aujourd'hui, comme je vous le disais, moi je suis en pleine ménopause, j'ai très peu de bouffées de chaleur, c'est vraiment exceptionnel. Dès que j'ai ces petits moments de crise de panique qui surviennent effectivement par ce dérèglement hormonal, eh bien je mets en place tout de suite ces techniques-là. Ce qui est important, c'est que effectivement, j'appelle ça les absorbeurs de stress. C'est-à-dire que, et Laurent le disait très justement, il y a des choses qui nous stressent, il y a des causes, mais si notre corps n'est pas dans un état neutre, est en situation de crise de panique, on ne va pas pouvoir gérer ces situations de stress. Donc ce que j'apprends à mes clientes, c'est vraiment de, ok, c'est quoi ma boîte à outils là? Je suis soumise à un stress intense ou à une crise de panique liée à ce dérèglement hormonal. Eh bien, je mets en place ça et c'est un outil rapide. Au bout de 5 minutes, 10 minutes, je suis capable d'observer la situation à laquelle je suis confrontée avec plus de lucidité et de clairvoyance. Donc vraiment, voilà, moi ce sont des techniques que j'expérimente au quotidien de façon personnelle et ça c'était important. Vous ne voyez pas accompagner des femmes sans expérimenter moi-même ces techniques-là. Elles fonctionnent et évidemment, et je rejoins complètement Laurent, avec la mise en place d'une hygiène globale complète, alimentation, activité physique, mais ça marche. Voilà. Donc, si vous avez besoin de précision, j'y répondrai après. Je vais laisser la parole à Sandra, avec laquelle j'ai le plaisir aussi, on va avoir le plaisir de construire des ateliers en 2022 justement pour les femmes autour de la ménopause avec ces techniques-là et avec le yoga. Merci Niki. Bonsoir. Bon alors moi je vais quand même vous dire que je suis prise en traître. Faut quand même vous dire, il est très coquin Jean-Marc. Parce que moi je venais là en touriste, pas du tout pour faire une conférence. Je l'ai appris, voilà, quand il vous l'a dit, je l'ai appris en même temps que vous. Donc je n'ai rien préparé évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que je suis professeure de yoga, je suis aussi également psychothérapeute, j'ai longtemps exercé en tant que psychothérapeute. Et ce que je peux ajouter par rapport à tout ce qui a été dit, merci Laurent, j'ai trouvé vraiment très intéressant effectivement ces 3 axes autour de la santé. Ce que je peux rajouter par rapport à ça, c'est que le yoga est une approche qui est multidimensionnelle également. Donc on travaille sur le corps physique, on travaille sur l'esprit, donc sur le mental, mais le mental englobe évidemment tout ce qui concerne le corps émotionnel, tout ce qui concerne les mémoires de vie et même sur plusieurs générations et concerne également l'aspect spirituel de l'être humain et l'aspect énergétique. Donc il y a vraiment énormément, il y a une palette qui est touchée, qui est complètement intégrative, hein, comme tu le disais dans le yoga. Et le yoga n'est pas simplement une activité de bien-être et n'est pas uniquement une activité qui est destinée à rendre le corps plus tonique et plus souple. Ça c'est même chez les yogis vraiment très traditionnels, sont des bénéfices secondaires, on va dire, positifs. Mais l'essence du yoga, c'est vraiment Alors, je sais que c'est des gros mots, mais c'est vraiment d'aller réaliser notre potentiel spirituel. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça alors qu'on est en train de parler de choses qui concernent le corps physique? C'est parce que tout est lié. En tout cas, dans le système du yoga, on nous apprend que le corps et l'esprit sont liés et que lorsqu'on touche au corps, on a un impact sur l'esprit. Et lorsque on agit sur l'esprit, il y a un impact sur le corps. Donc lorsque vous faites une posture de yoga, et ben vous allez avoir un effet sur tous les systèmes du corps, hein, système hormonal, système nerveux, système cardiovasculaire, système musculo-squelettique, etc. Il y a vraiment un impact sur tous ces systèmes puisque on fait des postures en lien en plus avec le souffle et avec une manière de poser son attention. Donc tous les systèmes sont touchés.
Et lorsque on travaille l'esprit, notamment par la méditation, Jean-Marc vous en a parlé, mais également par plein de techniques de concentration, de visualisation, il y a vraiment tout un panel d'outils très très large hein, dans la pratique du yoga, et ben on va avoir un effet sur le corps. Moi, ce que je peux dire par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que ça fait plus de 20 ans que je pratique le yoga, ça fait entre 12 et 15 ans que je l'enseigne. Et en fait, le yoga a suivi ma vie de femme. Donc, mes grossesses, mes accouchements, mes avortements, mes fausses couches. J'ai une histoire gynécologique qui est foisonnante, très très riche. Je n'ai pas encore passé la ménopause, mais je m'y dirige doucement. Mais du coup, le yoga, évidemment, m'a accompagnée dans toutes ces phases de vie et m'a permis d'aller appréhender tous ces troubles de la femme, soit que j'ai vécu moi, ou les femmes que j'ai accompagnées. Et j'ai en fait développé un yoga de la femme que j'ai appelé le Devi Yoga. Devi veut dire déesse en sanskrit. Et c'est un yoga qui est particulièrement dirigé sur la femme et qui tient compte de ses spécificités biologiques, puisque nous sommes différentes, les hommes et les femmes, et qui a vraiment... je me concentre plus particulièrement, et c'était d'ailleurs il y a plus de 10 ans, mon outil de base, c'était le périnée. Et merci Laurent d'en avoir parlé, parce que je travaille beaucoup sur le périnée avec les femmes. C'est d'ailleurs des techniques qui sont développées dans le yoga depuis des millénaires. On appelle ça d'ailleurs le Mula Bandha. C'est une technique d'absorption du périnée. On va le contracter puis le relâcher. Et les yogis disent d'ailleurs que le fait de contracter le périnée, c'est plus puissant que de contracter l'ensemble de tous les muscles du corps. Parce qu'il y a un effet sur tous les systèmes du corps et également sur le système énergétique, sur le système mental et évidemment ensuite pour aller sur l'ouverture spirituelle. Donc, ce que j'ai pu voir en travaillant sur le périnée chez la femme est, ce que je peux voir en tout cas dans mes élèves, c'est que la femme est très déconnectée de son bassin à l'heure actuelle, même de son corps, pour différentes raisons que je ne vais pas développer ici. Je veux quand même dire que moi je peux tenir 2 heures sur une conférence comme ça et que c'est très frustrant pour moi parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'il faut que je me concentre. Mais voilà, juste pour recentrer un peu parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vois des résultats juste en décongestionnant la zone du bassin, soit par un travail sur le périnée, soit par un travail avec des postures, notamment des postures d'ouverture de hanche. On va créer de l'espace dans le bassin, on va dénouer toute la zone du sacrum, on va justement travailler sur les fascias avec ces postures et avec tout un tas de techniques de respiration, mais aussi de concentration, de visualisation. On peut avoir un effet direct sur le corps physique avec ces techniques-là. Et je vois beaucoup de résultats assez étonnants, notamment sur les règles douloureuses, sur l'endométriose. J'ai eu l'occasion d'accompagner beaucoup de femmes atteintes d'endométriose et vraiment de voir un soulagement notoire avec la pratique de certaines postures de yoga, notamment avant les règles et pendant les règles, pendant les lunes. J'appelle ça les lunes, je vois que tu appelles ça aussi les lunes. Et puis, il y a aussi tout un travail que je fais sur le cycle menstruel. C'est-à-dire que, effectivement, hein, on parlait du yoga tout à l'heure, et souvent on a une vision du yoga comme une activité très douce. Eh bien, c'est pas vrai. Il y a des formes de yoga qui sont extrêmement intenses et puissantes. Il y en a certainement qui ont pratiqué, je ne sais plus avec qui, c'est avec Vanessa que je parlais du Bikram yoga. Qui est un yoga très très intense. Hein. Vous savez que les armées des Maharajas en Inde, les soldats des armées étaient entraînés avec des pratiques de yoga extrêmes, très très intenses physiquement, qui sont maintenant apprises aux occidentaux. Donc le yoga, c'est pas forcément doux. Et suivant le moment du cycle dans lequel la femme est,
il ne faut pas qu'elle pratique effectivement une activité physique ou un yoga de la même manière. Hein, il y a 4 phases dans le cycle menstruel de la femme, 4 phases hormonales différentes dans lesquelles la composition hormonale est différente. Et cette composition hormonale a un effet sur l'état physique et psychologique de la femme. Quand une femme a ses règles, elle n'est pas du tout, ça je pense que vous l'avez tous constaté, hommes et femmes, elle n'est pas du tout dans le même état physique et psychologique que lorsqu'elle est en ovulation, par exemple. Et du coup, elle se doit, pour justement atteindre un état de santé, en plus de tout ce qui a été dit, optimum, elle doit adapter son activité physique, mais également tout son quotidien à son cycle. En tout cas, c'est ce que je développe. Alors, pour vous parler concrètement, et puis après je terminerai doucement, quand une femme a ses règles, par exemple, en tout cas pendant les 3 premiers jours, le repos, le maximum de repos est requis. D'ailleurs, tu en as aussi parlé. Si la femme se surmène pendant ce temps-là, qui est un temps où le corps est en train d'éliminer certaines choses, elle va accumuler de la fatigue au fur et à mesure de ses cycles. Une fatigue physique, mais aussi une fatigue émotionnelle. Et par le yoga, en tout cas moi dans les stages que je donne, je parle énormément de ce temps-là pour réconcilier les femmes déjà avec le sang, parce que les règles sont encore tabous dans notre société, on entend encore des choses incroyables, notamment chez les femmes qui ont leur première lune. Et les femmes, encore maintenant, en tout cas de ce que j'entends des témoignages que j'ai dans mes stages, vivent très très mal leur temps de règles, parce qu'on vit dans une société où on n'a pas le droit de se reposer pendant 3 jours, hein, on doit être performante tout le temps avec les enfants, au travail, etc. Et on n'a pas envie d'entendre que la femme a mal, ou qu'elle doit se reposer, ou qu'elle est plus sensible émotionnellement. Et ça, j'essaye vraiment d'éduquer, entre guillemets, ou en tout cas de rendre conscientes les femmes par rapport à ça. Et le yoga est une manière de prendre soin dans ces temps de règles par justement la relaxation, des méditations allongées, des postures d'ouverture de hanches qui viennent justement décongestionner toute la zone du bassin, etc. etc. Et dans d'autres périodes du cycle, notamment la période de l'ovulation par exemple, là, la femme a besoin de beaucoup plus d'ouverture, d'activité, d'un yoga qui est plus actif, mais aussi plus centré sur le cœur. Alors je ne vais pas entrer dans des détails d'ordre technique ou même énergétique, mais voilà, en tout cas, le yoga vient répondre aussi aux besoins qui sont en constant besoin de la femme, qui sont en constant changement au fur et à mesure de son cycle menstruel. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase qui dit non, je ne suis pas hystérique, je suis cyclique. et voilà. Et les femmes, on s'attend qu'elles soient linéaires, hein, les hommes sont un peu plus linéaires que nous. Et la femme n'est pas linéaire, la femme est cyclique et elle développe, elle a des qualités et elle a des besoins différents en fonction de son cycle. Et le yoga que je développe vient soutenir ce caractère cyclique et aider la femme à se sentir mieux dans son corps et dans son esprit, ce qui est évidemment un point central de la santé. Parce que si on ne s'accepte pas tel qu'on est, profondément, hein, c'est pas juste, si on n'accepte pas en profondeur notre nature profonde, on ne peut pas être en santé. Voilà. Merci. Merci. Génial. Moi, je te dis merci parce qu'il y a 7 ans, tu m'as bien aidé. Hein. Je connaissais un peu déjà la méditation et ça m'a apporté énormément de bien-être. Donc, vraiment, à travailler tout ça. Je voudrais, Mireille, viens nous rejoindre. On va terminer par une femme exceptionnelle qui fait partie de l'équipe. Et les pharmaciens ont de la chance, je sais qu'il y a des pharmaciens qui nous regardent là à l'instant, de t'avoir parce que tu animes sur le terrain et tu donnes beaucoup d'informations. S'il te plaît. Merci. Ben merci.
En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues parce que je me suis encore enrichie de beaucoup de choses. Et merci Laurent. Moi, je dirais que je ne fais pas grand-chose, mais je travaille sur le terrain et je partage mes pratiques. Parce qu'il faut dire que Soigne-toi, c'est une petite société où on va travailler avec des produits de qualité parce que nous, comme nous sommes un peu des anciens combattants, hein, Jean-Marc. Voilà, nous avons traversé aussi des péripéties de santé dans notre vie et tous les produits de soins de toi, en fait, on les a fait venir vraiment comme si c'était pour nous. Et c'est pour ça qu'on est très très méticuleux sur la qualité, sur l'efficacité, sur la confiance qu'on peut avoir sur les produits, parce que ce sont des produits que nous pratiquons nous-mêmes, que nous consommons nous-mêmes. C'est pour ça que, quand je vois les pharmaciens, je peux en parler parce que je les consomme, parce que je sais ce que ça me fait, et puis je peux aussi parler de à qui ça peut aller mieux, et puis les aider aussi à en parler à leurs clients dans les pharmacies, parce que comme ils sont très occupés par les ordonnances, et puis maintenant par les vaccins, par les tests et tout ça, c'est un peu difficile dans les pharmacies en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'attentes et tout ça. Mais les gens sont beaucoup en recherche d'autres choses, de produits plus naturels, un travail plus en profondeur, au quotidien, on va dire, pour ne pas attendre vraiment d'être dans les situations d'inflammation ou de douleur ou intense et tout ça pour pouvoir réagir. Donc essayer de travailler pour anticiper. Voilà un petit peu le secret. Donc comme Laurent a déjà tout dit, on sait que ce qui nous encombre beaucoup dans notre vie, c'est surtout le stress, l'excès et puis l'activité physique. Et donc par rapport aux produits, là j'ai ramené quelques produits, quelques exemples de produits, et puis beaucoup qui sont dédiés à la femme, comme le Shatavari, comme l'ashwagandha, et puis ce sont en fait des produits qu'on devrait ou qu'on doit intégrer dans notre consommation au quotidien. C'est pas des choses qu'on va prendre occasionnellement, ou comme une fois j'ai rencontré un petit jeune, il m'a dit « Ah, moi si j'ai pas mes 2 litres de coca par jour, je suis pas bien. » Eh bien, remplaçons notre 2 litres de coca par jour par je sais pas moi, un jus de baobab par exemple, un petit cocktail de baobab, ou la poudre du fruit de baobab qui est très 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 bien. On a de très très bons cocktails, très riches en fibres, en vitamines, au point de vue nutritionnel, c'est très riche. Et en boire peut-être quotidiennement ou régulièrement, eh bien, ça peut faire du bien sans avoir conscience d'être malade ou d'être en besoin de ce produit, mais de consommer comme on mange tous les jours. Et voilà. Et puis, aujourd'hui, j'ai fait quelques préparations, comme par exemple un brownie. J'ai trouvé une recette de brownie où j'ai utilisé la plupart des produits que nous avons. Donc c'est un brownie aux éclats de fèves de cacao avec du sucre, du muscovado, enfin le daiquiri, là, qui va être une nouveauté chez nous et qui a un sucre qui est pas raffiné du tout. Donc on va avoir un goût très prononcé de mélasse. Moi qui ne sucre rien, j'utilise le sucre que pour faire la pâtisserie ou dans les préparations culinaires, mais par exemple le sucre dans le café, tout ça, mais ce sucre-là, on en mangerait à la petite cuillère. Mais il est très bon, et puis dans le gâteau, eh ben, on peut en mettre, c'est juste une partie du sucre. J'utilise aussi le diablis, qui est un sucre qui est destiné aux personnes. C'est un sucre à IG bar, on va dire. Hein. Donc les personnes qui ne doivent pas manger trop de sucre, elles peuvent l'utiliser. Et puis on a le sucre de coco. Donc je fais des mélanges de sucre, mais toujours à IG bas. Donc ce qui fait que mon brownie, avec les éclats de fèves de cacao que nous faisons aussi, avec, je ne prends pas de chocolat déjà. Moi j'utilise le cacao cru que nous avons, nous, qui est du cacao criollo.
On va dire que le Criollo, c'est un petit peu la Rolls du cacao. Hein. C'est vraiment dans la variété de cacao, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et puis voilà, les farines pour diabétiques, hein, je prononce le mot parce que c'est marqué sur la boîte. Et donc finalement, mon brownie, eh ben, un diabétique peut le manger sans risque, et sans peur et sans risque. Donc voilà, quelques exemples comme ça. Et tous les produits qui sont là, eh bien, ce sont des produits, en fait, remplacés petit à petit des produits qu'on consommerait tous les jours par ces produits-là. On a de l'ail des ours, par exemple. Et bien alors là, pour parfumer un curry ou une salade avec l'ail des ours, c'est génial. C'est bon, ça sent bon, et c'est bon pour les hypertendus, par exemple. Et donc, sans avoir à attendre de prendre des médicaments, déjà, favoriser la santé. Si on est en bonne santé, la maintenir par ce genre de consommation. Et puis, si on a une certaine fragilité ou même un traitement médicamenteux, eh bien, c'est une consommation qui va soutenir les traitements qu'on peut avoir. Donc, voilà un petit peu les petites choses que je voulais partager avec vous. Et puis, partager aussi ce que j'ai préparé, si vous voulez goûter. Merci. Oui, il y a aussi les boissons, parce que dans les boissons, on peut faire des sons aussi, et dans les boissons, ben, mettre les poudres. Parce que ce sont on peut rentrer dans la composition des boissons. Par exemple, mettre la poudre du fruit de baobab dans un jus, l'ashwagandha dans un jus, dans le thé, dans le jus, dans l'eau qu'on boit. Et ça permet au quotidien de consommer des choses qui nous font du bien, sans avoir à se dire « Ouh là là, c'est pas bon ». Moi, des fois, j'ai pas trop le temps, donc moi, je me fais ma mixture du matin. Et je vous dis, c'est pas bon du tout. Mais je bois, je ferme les yeux pendant 3 secondes et je bois. Et après, je suis tranquille pour la journée parce que j'ai pas trop le temps de m'arrêter pour aller maintenant, il faut que je boive telle chose et puis telle chose. Mais sinon, ce sont des boissons. On a des tisanes. Par exemple, le Tulsi. Tout à l'heure, on parlait aussi parce que, vous savez, on est aussi... la complémentarité de notre médecine traditionnelle, on va dire, et notre médecine, et la médecine holistique, c'est vraiment... on est un seul corps. Nous, on est plus dans les spécialisations. On a des spécialités par rapport à différents organes de notre corps. Mais après, avec la médecine holistique, on va aussi rassembler tout ça. Donc, l'un va sous-tendre l'autre. Et je pense qu'on a besoin des deux systèmes. Et puis après, tout ce qui est yoga, tout ce qui est... c'est complémentaire. Et si on arrive à en faire une habitude au quotidien, eh bien voilà. Soit on se soigne, soit on se maintient en bonne santé. Voilà. Merci. Merci. Mais voilà, c'est fini. Voilà. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup. Alors c'est fini malheureusement pour les gens qui sont en ligne, mais par contre derrière, regardez, on va pouvoir même se faire un petit smoothie avec un peu de CBD. L'huile de CBD a un petit goût acidulé comme une huile d'olive italienne. Vous savez, l'huile d'olive très qualitative mais très acidulée. On va vous proposer de passer juste au fond. Il n'y a pas de champagne, hein, pas de vin, j'adore le champagne de vin. Allez hop. Il n'y a pas de sauce? Pas de saucisson, Jean-Marc? Il n'y a pas de sauce. J'en mange assez souvent, je me suis dit qu'on allait quand même.